mission de base, c'est un élément déterminant. Sinon, il y a la première expérience, si elle échoue, c'est tout le concept et tout le système qui risque de tomber à l'eau. Œuvrer pour l'instauration d'un comité Sharia Board indépendant. Il y a un problème de confiance. On la verra peut-être tout à l'heure si Monsieur le Président m'autorise à le faire. C'est pour dire que pourquoi cette réticence de la population, même avisée vis-à-vis de nos ulama ou de nos fuqaha ou du Sharia Board centralisé au niveau de la Banque centrale, c'est qu'ils n'ont plus la même confiance ou la même conviction dans les fatawis officiels, puisque le comité ou le ulama, ce sont pour la plupart des fonctionnaires, et auquel cas donc ils obéissent à une structure bien déterminée. Capitaliser, je terminerai. La deuxième enquête que je considère comme étant, elle était complémentaire mais déterminante en termes d'investigation, puisqu'il s'agit d'experts avisés, de personnes avisées. Les deux principales questions qui étaient posées, c'est quelles sont à votre avis les 5 principales entraves aux facteurs de blocage à l'émergence et au développement de la finance islamique au Maroc, et quels seraient à votre avis les leviers déterminants à actionner pour réduire de telles contraintes. Je passe sur les entraves, on les a plus ou moins vues, et je citerai peut-être seulement un fort lobby financier, politique et scientifique. C'est l'existence d'un lobby bancaire et politique anti-finance islamique, crainte des banques conventionnelles de l'arrivée d'un fort concurrent qui risque de les bousculer dans leur confort de rentier, une peur non justifiée des autorités monétaires à l'égard de la finance islamique en tant que concurrent de la finance conventionnelle, alors que le système dual il existe un peu partout, même en Malaisie où ils sont allés bien loin. Un blackout total caractérisant les masses médias, ce n'est qu'à une date bien récente, je veux dire, ce n'est même peut-être pas une année où on commence à parler un peu de la finance islamique, mais au niveau des radios privées et non pas au niveau on n'a jamais organisé un débat public. L'université est restée également hermétique à l'enseignement de la finance islamique, si ce n'est quelques enseignants militants, comme c'est le cas de Omar Khtani, qui a réussi à introduire un cours ou tout au moins quelques chapitres sur la finance islamique. Sinon, les autres facultés, elles sont restées bien. Une faible conviction des opérateurs économiques, et il faut le reconnaître, puisqu'on ne peut pas incriminer seulement l'université ou les pouvoirs publics, mais en contrepartie, il n'y a pas eu une force qui pourrait contrecarrer les résistances des pouvoirs publics. Un environnement financier dominé par les pratiques basées sur les préceptes de la banque classique, une faiblesse de la conscience religieuse, et c'est le rôle des ulama, absence de culture de l'économie islamique chez la population. Et le problème qui est posé actuellement, c'est que souvent on parle de riba, mais jamais rares sont les fuqaha qui appellent un chat, est-ce que le faïda, est-ce que l'intérêt bancaire, c'est du riba. Même s'il y a une fatwa, c'est une fatwa qui est donnée à l'individu, elle n'est pas adressée ou elle n'est pas donnée à l'adresse des décideurs. Est-ce que dans l'état actuel des choses, jamais va rester dans le même cadre. Il va nous parler des réticences de la demande et les perspectives de développement de la finance islamique au Maroc. Donc je voudrais seulement préciser là aussi pour le temps, si vous pouvez bien respecter le temps d'un quart d'heure qui est imparti à votre intervention. Merci, à vous la parole. نبدا التدخل ديالي باللغه العربيه جو نوقف لك باسكو ان الندوه الدوليه العلميه دايزه باللغه العربيه 90% منها باللغه العربيه غادي ندخل باللغه العربيه بعد ذلك التدخل ديالي لانترفونسيون غادي نديرو باللغه الفرنسيه. اذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير الانام. تحيه اعتبار الحضور الكريم من طلبه وباحثين واساتذه مؤطرين. تحيه شكر الى الصاهرين على تنظيم هذه الندوه الدوليه العلميه تحت عنوان المالية الإسلامية وتحديات التنمية، وأخص بالذكر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
جامعة محمد الأول بوجدة، وبالضبط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مجلة ملفات الأبحاث الاقتصادية في الاقتصاد والتسيير، وأخيرا مدينة وجدة مع وجودين بصفة عامة على الضيافة ورحبات الاستقبال. باش نقدم نفسي أنا بوطهير يونس، طالب باحث في الدكتوراه من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مدينة سطات في علوم التسيير والتدبير، ومن دراسات إلى جامعة الحسن الأول مدينة سطات. أنا أستاذ زائر بكلية متعددة التخصصات مدينة قريبة، ونائب رئيس الجمعية المغربية لطلبة الباحثين في الدكتوراه. وهذه المناسبة هي دعوة جميع طلبة الباحثين والأساتذة المؤطرين أننا نخدموا أونصومبل في هذه الجمعية المغربية اللي هي حديثة الولادة، ولكن عندها مضامير ومشروع ديالها كبير. مباشرة التدخل، وغادي نحاول نحترم 15 دقيقة المعتادية. الموضوع ديالي هو la finance islamique au Maroc entre réticence de la demande et perspectives de développement. C'est un peu le complément avec les deux premières interventions de mes chers collègues. Le travail a été réalisé en collaboration avec mes encadrants, M. Saïd Mzouali et M. Lotfi Mohamed, qui sont des enseignants professeurs à l'Université de Stade, et moi-même. Mon présentation s'articulera autour de 3 points, donc 3 grands points. Une petite introduction dans laquelle on va présenter le contexte général de la recherche et la problématique de la recherche. Dans un deuxième temps, on va évoquer l'origine et l'évolution de la finance islamique. Et dans un troisième temps et dernier temps, l'expérience de cette jeune industrie qui est la finance islamique au Maroc et les perspectives de son évolution. Donc le premier point, une petite introduction qui va évoquer le contexte général marocain et la problématique de la recherche. Pour le contexte général, tout le monde est au courant des crises économiques et financières qui sont à caractère récurrent et répétitif, qui causent la dégradation des grands équilibres macroéconomiques qui balayent devant à son passage tous les indices de la croissance. Ces crises-là ont causé aussi la faillite et l'effondrement de la plupart et les grandes banques en Occident, surtout en Amérique. D'accord. Et à l'intérieur de cette tempête, un nouveau système a pu résider et résister. C'est l'industrie de la finance islamique. Donc tout le monde pense recourir à ce système alternatif à forte résilience qui, à leurs yeux, est plus sûr et plus résistant aux aléas et aux turbulences. La finance islamique ainsi se présente comme une alternative moderne et opérationnelle pour tous les opérateurs. Dans le contexte marocain, malgré que le Maroc est en retard par rapport aux autres pays surtout voisins, l'histoire de la finance islamique au Maroc n'est pas récente. Elle date de 1990, date de la tenue de la première conférence au Maroc sous l'égide de la Banque islamique de développement. En 2006, avec les premières prémices de la crise financière internationale, le Maroc demande l'adhésion à l'Islamic Financial Service Board. En septembre 2007, la première directive publiée par le Maghreb qui autorise la commercialisation des produits alternatifs. Après un mois, en octobre 2007, on a commencé de parler des produits alternatifs sur le marché marocain, qui s'étaient en nombre de 3. D'après une étude récente menée par un cabinet spécialisé qui Ecofinance, 7 sur 10, le chiffre a été cité par mon professeur M. Mehdi, 7 sur 10 des Marocains, soit 94% des Marocains, sont favorables pour les produits islamiques. En juillet 2012, un nouveau projet, le gouvernement marocain a présenté un nouveau projet de loi sur la finance islamique au Parlement pour vote et donc mise en place. En un mot, l'industrie de la finance islamique nécessite un nouveau souffle et que les efforts de toutes les forces vives du pays donc, se mutualisent. Ma problématique se présente ainsi. Pourquoi devant un engouement pour la finance islamique de la part des consommateurs marocains,
on assiste, malgré cet engouement-là, on assiste à une réticence de la demande. C'est-à-dire que la demande, même après l'introduction de 94% ou l'introduction des 3 produits alternatifs, n'a pas pu atteindre des réalisations qui sont respectueuses, mais ça reste toujours timide. Donc, quelle solution pour résoudre cette problématique? Pour la question de la méthodologie, des points de vue méthodologiques, notre problématique a vu le jour grâce à des lectures dans le domaine de la finance islamique, des discussions et des rencontres avec des collègues, des chercheurs et d'observation. Mais nos sources d'informations sont aussi diverses que variées, des livres et ouvrages spécialisés, des rapports d'organismes et institutions spécialisées aussi, et des actes et articles de colloques et de conférences. Dans le deuxième point, nous avons parlé des origines de la finance islamique. Et comme vous le savez, les racines de la finance islamique sont aussi vieux que la religion. Et les fuqaha et les ulama sont là pour le confirmer. Donc, fiqh al-mu'amalat, on trouve cette organisation qui respecte la charia. Et à la fin du XXe siècle, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le système financier islamique est devenu un modèle distinct et commence à apporter des réponses aux différentes défaillances du système classique existant. Mais ce n'est qu'à la fin des années 70, avec la création de l'organisation de la conférence islamique, que cette jeune industrie va connaître la renaissance et la véritable naissance. Les défis cités doubles à cette époque-là. Tout d'abord, d'une part, concevoir un système respectant les enseignements de l'islam, et d'autre part, être compatible avec le modèle économique existant et caractérisé par moderne. 2 ans après, on assiste à un lancement d'un plan global de réforme du système monétaire et financier internationaux et classique en fonction des règles de l'islam. En 1974, date de la création de la Banque islamique de développement, qui est une institution gouvernementale et qui va devenir la pierre d'édifice et la pièce maîtresse du système islamique. Donc, une petite présentation de la Banque islamique de développement en 1 minute. Cette institution intergouvernementale a pour mission d'établir et gérer les fonds spéciaux pour, qui ont des objectifs spécifiques et accepter les dépôts et mobiliser les ressources financières nécessaires selon les modalités conformes à la charia. Donc, pour les objectifs, c'est participer en injectant et prêtant des capitaux pour des projets productifs et fournir de l'aide financière aux pays membres en vue de leur développement économique et social. Donc cette organisation intergouvernementale abrite 56 membres dans tout le monde et une minorité des pays détient la majorité des parts. L'Arabie Saoudite détient environ 27% des parts, la Libye 10% et les Émirats Arabes Unis environ 8%. Pour les fondements de la finance islamique, il existe 5 principes fondamentaux. Je vais passer sans m'attarder. L'interdiction des prêts à intérêt, la riba, les principes de partage et des pertes du profit du 3P, dont notre collègue a parlé hier de ce principe-là, l'interdiction de l'incertitude, c'est-à-dire du rarat et du messire. À la fin, si vous pouvez, je peux vous communiquer la diapositive pour plus de détails. Le 4e principe, c'est la tangibilité de l'actif ou l'asset tracking, c'est-à-dire que dans la finance islamique, toute transaction doit obligatoirement adosser un actif tangible et matériel. Donc le but, c'est inciter les investisseurs à s'engager dans l'économie réelle et empêcher la déconnexion observée entre les marchés financiers et les marchés réels. D'accord. Renforcer le... 15 minutes, maximum, je vais m'arrêter à 15 minutes, d'accord. Donc le deuxième but, c'est renforcer la stabilité économique, maîtriser les risques. Et le troisième, c'est de pouvoir promouvoir la justice sociale, l'équité sociale et la liberté des investisseurs à entreprendre. Le 5e et dernier principe, c'est l'interdiction des activités illicites. Donc tout ce qui est alcoolisme, viande porcine, armement, jeux de hasard, etc. Les activités dites illicites.
Le troisième point, c'est l'évolution de la finance islamique. Donc une évolution rapide. 1975, la création de l'Adobe Islamic Bank. 1977, c'est la banque koweïtienne de finance et la banque Faisal en Égypte, et ainsi de suite. Mais par la suite, on a vécu une libéralisation accrue. La finance islamique est devenue un des systèmes pièces maîtresses de l'industrie internationale des services financiers. Mais la finance islamique se confirme davantage ces dernières années avec la crise financière et économique internationale. On assiste à un nombre élevé et gamme étendue de produits et services et une importance croissante pour les actifs islamiques dans les pays aussi bien musulmans que non musulmans. Derrière cet essor, c'est-à-dire les motifs qui mobilisent cet essor, sont le renouveau spirituel et religieux qui a créé un appétit croissant pour les produits conformes à la charia, à l'islam. Les problèmes géopolitiques, par exemple la stigmatisation des musulmans avec l'attentat du World Trade Center en 2001, les tensions israélo-palestiniennes, les guerres d'Irak, d'Afghanistan et dans la plupart des pays musulmans, la liquidité abondante en provenance des marchés du Golfe, les investisseurs de cette zone-là ont pu se convaincre que le pétrole n'est pas éternel, donc il faut chercher une autre alternative, investir dans un domaine plus sûr, parce que ce qui compte là, c'est la sécurité, d'accord? La sécurité d'investissement. En quatrième et dernier point, c'est la finance islamique se présente comme étant une alternative prometteuse. En 2011, ça a enregistré 1000 milliards de dollars. En 2008, elle a connu une hausse de 25% par rapport à 2007, qui a enregistré 758 milliards de dollars. La croissance annuelle moyenne enregistre une croissance de 2 chiffres ces deux dernières années, ce qui représente 15% par an. La croissance de la finance islamique est 2 fois plus rapide que la finance conventionnelle, surtout ces 2 dernières années. Donc l'expansion rapide de la finance islamique reflète son degré de compétitivité et sa capacité à répondre à l'évolution structurelle de la demande des consommateurs, de tous azimuts, et des entreprises certainement, et résister aux aléas d'un environnement difficile et en perpétuelle mutation et qui est en turbulence continue. En troisième point et dernier point, je vais vous parler de l'expérience marocaine. Donc, en dépit de son rôle de dynamiser l'économie et d'assurer la stabilité sociale, la commercialisation des produits introduits en 2007 reste loin des attentes des Marocains. En 2011, le cours global n'a atteint que 800 millions de dirhams, ce qui représente à peine 0,1% du total des actifs, contre un total d'actifs de 5% en Égypte et 4,31% en Turquie. Donc les principaux obstacles et difficultés rencontrées devant le décollage de cette finance jeune, de finance islamique, c'est la cherté des produits tout d'abord, donc à cause de la transaction et manque de la concurrence entre les banques, la pression du lobbying des banques et la carence de nos politiques, l'absence des volontés politiques certainement, le manque de compétences et carence des moyens et formations dans les domaines, un marketing modeste qui ne suit pas, l'absence, je vais dire, relatif du rôle des ulama qui ne font pas encore leur rôle attendu. Pour les conditions pour promouvoir cette industrie jeune au Maroc, une vraie volonté politique doit se mettre en place. Une stratégie réfléchie et globale pour promouvoir cette jeune industrie prometteuse. Troisième point recommandé, c'est préparer par la formation les différents acteurs, les politiques, les économistes, les cadres bancaires, les juristes, les ulamas et toutes les forces vives qui peuvent contribuer à réussir cette industrie. Encourager les banques réticentes, parce que la première expérience a connu la participation d'une seule banque. Et par la subvention, les récompenses, la protection contre la concurrence déloyale. Une autre recommandation, c'est de conformer aux règles, les normes et standards définis par les organes de contrôle et de régulation, tels l'organisation de la comptabilité et d'audit des institutions financières internationales, et d'éviter de transposer les expériences toutes prêtes des autres pays, sans tenir compte, bien sûr, des réalités locales et spécifiques. Adopter un marketing incitatif, cadre réglementaire et fiscal approprié et complet. Et donc, le nouveau projet de loi pour la mise en place des banques participatives
afin de réussir et contribuer à la réussite des projets de Casablanca Finance City. Tous ces projets-là, tous ces investissements-là sont pour finalité de rendre le Maroc une plateforme de cette industrie sur le plan régional. Donc dès que les banques alternatives sont sur place, nous pourrions réaliser, ça c'est dans l'avenir, nous comptons organiser une étude sur l'impact de cette implantation et ses conséquences sur l'économie nationale et étudier le comportement des consommateurs marocains vis-à-vis de ces banques. Mais je vais terminer tout de suite par une question de réflexion. Est-ce que la finance islamique se propose pour alterner l'ancienne et traditionnelle finance classique, ou elle prétend c'est-à-dire entrer en complémentarité avec cette finance? Et je vous remercie pour votre attention, pour votre suivi. Merci M. Bouyous Bouther. وبدون أي إطالة سأمر إلى المداخلة الرابعة مباشرة وأعطي الكلمة للسيدة أيد الغازي فاطمة إطار بوزارة الاقتصاد والمالية لتعطينا وتتكلم تحدثنا في مشكل التمويلات الإسلامية بالمغرب بين واقع التطبيق وآفاق التطوير، فلتتقدم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. تحية خالصة لجامعة محمد الأول والمركز المغربي للدراسات الاجتماعية والإنسانية بكلية وجدة بمدينة وجدة وإلى الدكتور الساهرة على تنظيم هذا اللقاء العلمي. ونظرا للإكراه الزمني وكذلك للإكراه المعرفي أتمنى أن تكون مداخلتي موجزة ومختصرة، على اعتبار أن أهم النقاط تم تناولها في المداخلة السابقة، لكن حتى لا أكون يعني غير متدخلة أتمنى أن تكون مداخلتي في حدود 10 دقائق أو أقل من ذلك. فيما يتعلق من العنوان، فالتمويل الإسلامي بالمغرب واقع تطبيق وآفاق التطوير. واقع التطبيق يقول بالمنتجات البنكية البديلة، وآفاق التطوير هو المشروع المقدم من أجل تعديل القانون البنكي وفي صلبه إدراج ما يسمى بالبنوك التشاركية. بالنسبة للشق الأول وهو تجربة المنتجات البديلة، صراحة فمداخلتي كانت مقسمة إلى شقين أو إلى نقطتين متوازيتين. النقطة الأولى متعلقة بالمنتجات البنكية البديلة على اعتبار أنها واقع ممارس للتمويل الإسلامي بالمغرب، فقد شكل منعطف سنة 2007 منعطفا هاما، حيث تم تقديم توصية لولي بنك المغرب تضمن 3 صيغ ذات الطبيعة الإسلامية، وهي الإجارة والمشاركة والمرابحة. بالنظر لمجموعة من الإكراهات التي كانت دافعا لإخراج هذه الصيغ للتداول في إطار البنوك المغربية، فقد جاء في صلب توصية وهي من الناحية القانونية غير ملزمة. لذلك سأنتقل مباشرة إلى تقييم هذه التجربة على اعتبار أنها التجربة الوحيدة في المغرب لهذه الصيغ ذات الطبيعة الإسلامية. وكما قلت هناك الإكراه الزمني بالنسبة للمنتجات البنكية البديلة التي طبقت في المغرب في إطار البنوك المغربية. بالنظر إلى عقم هذه التجربة، يعني إدراجها في إطار البنوك التقليدية الربوية، فقد تم التفكير في تخريجة قانونية، وهي إنشاء مؤسسة هي في الأصل فرع لبنك التجاري والفضل، اللي هي مؤسسة دار الصفاء، من أجل إيهام المواطن المغربي على أنها منتجات ذات صبغة إسلامية، مع العلم أن تداولها في قلب دار الصفاء كما قال عبر عن ذلك الأستاذ الثاني أمس، على أنها مؤسسة غير صافية على الرغم من تسميتها بدار الصفاء. لكن على الرغم من ذلك، قبل أن أخوض في الدراسة النقدية للبنوك التشاركية، ضرورة ملحة على أننا نخوض في تقييم هذه التجربة. والتقييم يشمل شقين: شق يتعلق بالمؤشرات الإيجابية
لصدور هذه التوصية، والشق الثاني تقييمها عمليا. بالنسبة للمؤشرات الإيجابية لهذه المنتجات في السوق المغربية، يمكن القول على أنها جاءت استجابة لشريحة مهمة من المواطنين المغاربة الراغبين في التعامل الموافق للشريعة الإسلامية والابتعاد كل البعد عن التعاملات الربوية التي تطبق في البنوك المغربية. كذلك مسألة أخرى وهي مسألة تعميم هذه المنتجات البنكية البديلة، حيث جاء في التوصية في إطارها على أنه الوالي بنك المغرب عمل على حث البنوك المغربية كلها على تسويق هذه المنتجات داخل الأبناك المغربية، على الرغم أنه تم التنصيص على التوصية لكن الواقع يعبر على غير ذلك. هذه مؤشرات إيجابية، والمؤشر الإيجابي الأكثر أننا أصبحنا نتداول ما يسمى بالنادي الإسلامية في المغرب بشكل كبير جدا. عقدت ندوات ونحن في صددها مقارنة مع الزمن السابق، حيث كانت يعني الحديث عن الاقتصاد الإسلامي أو عن المالية الإسلامية كان فقط حديث لبعض المفكرين النخبة الذين فعلا ناظروا ولا زالوا يناظرون من أجل تفعيل مقتضيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيق التمويلات الإسلامية في المغرب. هذه المؤشرات على الرغم أنها إيجابية تبقى قاصرة، ويقودني الحديث هنا على مظاهر قصور هذه المنتجات البديلة داخل هذه الأبناك المغربية. فمن أهم الإشكاليات التي صاحبت تنزيل هذه المنتجات البديلة في البنوك المغربية أن هناك عدم تطابق بين التنزيل وبين المرجعية، بين تطبيق هذه المنتجات ومرجعيتها، على اعتبار أنها منتجات على الرغم من تسميتها منتجات بديلة